Coucou, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu à l'instar de la vidéo que je viens de tourner et que sans doute vous avez vu très récemment sur la légende des 4, je vais vous faire aujourd'hui également une espèce de bilan lecture sur la saga Les Mémoires de la Forêt. Donc Les Mémoires de la Forêt est une saga littéraire qui contient 4 tomes, écrits par Michael Brun-Arnaud et illustrés par Sanoé. Ça, franchement, dès le départ, c'est un gros point positif parce que au niveau confort de lecture, c'est toujours agréable de pouvoir avoir des illustrations qui nous aident, qui nous donnent des pistes pour imaginer l'univers dans lequel on rentre. Voilà. Donc au niveau des tomes, nous avons le tome 1 qui est donc Mémoires de la Forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Au niveau du tome 2, on a les carnets de Cornelius Renard. Je vais les remettre dans le bon sens. Hop. Le tome 3, l'esprit de l'hiver. Et le dernier tome, le tome 4, qui est sorti le plus récemment. Il s'agit de la saison des adieux. C'est une saga qui est terminée et chacun des tomes, vous avez pu le voir, va reprendre un petit peu les codes et se passer dans une saison différente. Donc on a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Ce sont des bouquins qui peuvent se lire... Comment dire? Chacune des petites histoires va être légèrement indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on a un début, un milieu, une fin pour chacune des histoires. Donc si vous voulez lire juste le tome 1, c'est ok. Vous avez la fin de l'histoire. Par contre, tout se passe dans le même univers. Donc on va suivre les mêmes personnages et ça va vraiment être la vie de ces personnages-là qui va évoluer et à qui il va arriver de nouvelles aventures. Donc on peut pas forcément lire les livres dans un ordre séparé. Par contre, à chaque instant, si la série ne vous plaît plus, vous pouvez arrêter votre lecture et enfin à la fin d'un tome, vous pouvez dire bah ok, moi je m'arrête au tome 1, moi je m'arrête au tome 2, 3 ou 4. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de grande trame narrative qui va se dérouler sur chacun des tomes, un petit peu à l'inverse de ce qui se passe dans la légende des 4 où là c'est une seule histoire qui est étirée sur 4 tomes. Là on a 4 tomes qui sont vraiment, j'ose pas dire indépendants parce que c'est pas tout à fait ça, mais voilà, chacun des tomes va retracer une histoire de A à Z. Donc, au niveau du premier tome, nous allons rentrer dans cet univers par la porte d'un libraire qui s'appelle Archibald Renard. Et ce libraire, c'est un peu un monde particulier où chaque animal peut écrire son propre livre et il va le confier au libraire, donc à Archibald, et chaque livre n'existe qu'en un seul exemplaire. À part les vraiment gros succès où il y a un peu un système d'imprimerie qui font qu'on peut y en avoir plusieurs exemplaires, mais sinon chaque animal peut écrire son propre livre et il n'y aura qu'un seul exemplaire. Une fois que l'exemplaire est dans la boutique et dans la librairie, et ben n'importe qui peut l'acheter. Et bah voilà, s'il est parti, il est parti. Notre histoire commence lorsque un client arrive, donc il s'agit de Ferdinand Taupe, la petite taupe qui est juste à côté, et lui il a écrit un bouquin quand il était beaucoup plus jeune, et il a compilé un petit peu son autobiographie, tous ses souvenirs dans son carnet. Et c'est ce carnet qui malheureusement a été vendu la veille de son passage à la librairie. Donc il est tout embêté, le renard est tout embêté aussi, hein, et du coup Archibald va décider d'accompagner son ami son ami en devenir, qui est malheureusement atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est un gros parallèle pour la maladie d'Alzheimer, hein, vous l'avez compris. Et pourquoi Ferdinand Taupe voulait retrouver son carnet? Eh ben parce que il est à la recherche d'une personne qui lui est très chère, il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il n'arrive pas à la retrouver, et il se dit que potentiellement, dans ses écrits, il peut avoir il peut avoir des indices sur ce qui s'est passé et où il pourrait trouver cette personne. Voilà. J'ai trouvé cette lecture super émouvante. Je vais vous le dire tout de suite, hein, j'ai eu un coup de cœur pour quasiment l'intégralité de la saga. Donc c'est une très très bonne lecture que ce premier tome. Vraiment très touchant, adorable. On sent que l'auteur est vraiment particulièrement touché par ce qui va être cette fameuse maladie de l'Alzheimer. Et ce que ça fait d'être aidant, parce que franchement c'est pas simple. Moi je l'ai jamais vécu, hein, mais on sent toute la réalité, tout le réalisme qui transparaît dans ce bouquin, et on se dit que waouh, si jamais on a un proche qui en est atteint, ça doit pas être
facile à vivre tous les jours quoi. Et franchement gros coup de chapeau à tous les aidants, mais quelle que soit la maladie en fait, un gros coup de chapeau à tous les aidants qui sont un petit peu obligés d'être au chevet des personnes malades. Ça doit être une grosse charge, une grosse responsabilité. À l'instar de pas mal d'autres bouquins de cette saga, ce tome-là m'a littéralement brisé le cœur dans son final, et c'est ce qui fait que ça a été un coup de cœur, parce que voilà, même si c'est un jeunesse, franchement, il fait son petit effet et on n'est clairement pas indifférent au dénouement, même au cheminement. Et franchement, s'il y en a qu'un seul à lire, celui-là, c'est vraiment une pépite. Faites-vous un peu une idée et de toute façon, tout le monde, tout Booktube a eu un coup de cœur sur ce bouquin. Donc franchement, je pense, de mon avis, de ma fenêtre, la hype n'est vraiment pas déméritée. Il vaut vraiment le détour et je pense que lorsqu'il sera en âge, pareil, mon fils lira cette saga parce que j'ai trop envie qu'il la découvre. Au niveau de la tranche âge, j'allais dire la tranche horaire, mais pas du tout. Au niveau de la tranche âge, je pense que ça peut être un peu accessible un peu plus tôt que la Légende des Quatre. Mais pareil, encore une fois, accompagné. On va également aborder des thèmes qui sont assez lourds. Donc ouais, peut-être 8-10 ans, mais pas bien plus jeune quoi, je pense. Si vous avez des enfants et que vous leur avez déjà fait lire cette série, n'hésitez pas à me dire quel âge ils avaient ou quel âge ils ont quand ils le lisent. Mais ouais, je sais que j'ai une collègue à qui j'ai conseillé, enfin une ancienne collègue à qui j'ai conseillé cette série pour sa fille. Sa fille est hypersensible et elle a tout de suite matché avec l'univers, elle a adoré cette série aussi et je crois qu'elle avait 10 ans quand elle a commencé, si je dis pas de bêtises. Mais après c'est une enfant qui est elle est HPI et compagnie et elle est très en avance sur son âge et elle est capable de lire déjà les Harry Potter, donc bon voilà, je pense que c'est à peu près la même tranche d'âge que pour les premiers Harry Potter. Donc comme je vous disais, ces tomes sont relativement indépendants, on va rajouter le relativement. Dans ce deuxième tome, nous allons suivre toujours Ferdinand, non pas du tout, on va pas suivre Ferdinand du coup dans ce deuxième tome, on va toujours suivre Archibald qui est le propriétaire de la librairie, sauf que eh bien un jour quelqu'un arrive et l'expulse de sa librairie parce que a priori les renards ne sont pas les propriétaires légitimes de la librairie. Donc Archibald va un peu errer en quête de son passé, du passé de sa famille, puisque c'est son grand-père Cornelius Renard qui a fondé la librairie. Donc il va partir un petit peu en quête du passé de son aïeul, et malheureusement son aïeul a eu, alors, je sais plus comment ils le disent, mais une tempête du cerveau. En gros il a fait un AVC et il est plus capable de parler, donc il ne peut pas être d'une grande aide. Par contre eh bien cet aïeul a laissé des écrits et Archibald va partir en quête de ses écrits pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et savoir le pourquoi du comment. Peut-être que c'est mon tome favori de la saga. J'ai vraiment beaucoup plus accroché sur celui-ci. Alors déjà j'ai eu un attachement fort sur le premier, mais celui-ci vraiment ça a été un coup de cœur intersidéral et j'ai littéralement dévoré ce bouquin. Je pense que je l'ai lu en une journée, peut-être 2 grands max, mais genre le soir et puis j'en pouvais plus, j'ai dormi et j'ai relu le lendemain matin quoi, donc je l'ai lu en moins de 24 heures, ça c'est sûr. Alors que celui-ci quand même un peu plus, il m'a fallu plus de temps pour... C'est pas pareil, celui-ci j'avais envie de le savourer, celui-ci je l'ai défoncé, mais je l'ai dégommé parce que j'étais avide de savoir ce qui allait se passer quoi. Celui-ci j'ai plus picoré dedans, j'ai pas mis très longtemps à le lire, j'ai dû le lire en 3-4 jours, mais j'avais plaisir à y retourner et surtout j'avais aussi plaisir à le poser et savourer un peu ce que je venais de lire, intellectualiser tout ce que je venais d'apprendre, etc. Réfléchir par moi-même sur éventuellement la suite, etc. Là non, là il me fallait la suite tout de suite et je l'ai dégommé. Voilà, au niveau de ce qui s'en passe, je vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Ce qui est intéressant quand même, c'est au niveau de la structure de celui-ci. On va avoir, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits feuillets de couleurs. Donc on va, nous en tant que lecteurs, pouvoir lire les feuillets, les carnets de Cornelius en même temps que le personnage principal, donc Archibald, les retrouve. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très immersif. Ça nous permet vraiment de rentrer dans la lecture, de rentrer dans l'histoire vraiment avec un grand H de ce qui s'est passé en même temps que le personnage principal. Voilà, vraiment, celui-ci, c'est mon favori. Une fois n'est pas coutume, du coup, non, 2 fois n'est pas coutume. Le tome 3 a été également un coup de cœur pour moi et
une fois n'est pas coutume, puisque le deuxième, non franchement ça allait, le deuxième ça allait, mais celui-ci m'a également littéralement brisé le cœur. Oui, je ne m'attendais pas du tout au dénouement, et j'en suis restée sur le cul, et il m'a fallu un petit moment pour le digérer. Voilà, il m'a fait mal ce livre, il m'a fait très mal ce livre, voilà, vraiment beaucoup très mal. Je pleure vraiment pas très souvent. En lecture, enfin dans la vraie vie si, clairement, mais au niveau lecture je pleure pas très souvent, et celui-ci il m'a quand même arraché une petite larme, c'est dire quand même à quel point il a été fort et beau et prenant, et là juste d'en parler je commence à avoir la voix qui se noue, donc voilà, c'est pas mon tome préféré de la saga, mais c'est peut-être celui qui m'a fait le plus mal. Au niveau du résumé, cette fois on va toujours suivre du coup Archibald, notre libraire préféré, et on va également suivre son neveu qui s'appelle Bartholomé, et Bartholomé c'est un enfant un petit peu particulier, on le suit également un petit peu dans ce tome-ci, on fait sa connaissance dans le tome 2, mais il va plus passer au premier plan dans celui-ci. Bartholomé c'est un enfant un peu particulier puisqu'il a une maladie, on sait pas trop quoi, ou alors je me rappelle plus trop quoi, mais ça fait que globalement il fait peu d'efforts physiques et tout le monde a envie de le surprotéger. Ses grands-parents font très attention, dès qu'il va sortir ils lui mettent 35 couches de vêtements pour pas qu'il tombe encore plus malade, etc. Et Bartholomé, ce pauvre petit, a des parents qui sont aventuriers. Donc malheureusement sa condition fait qu'il ne peut pas les suivre dans leur pérégrination. Donc il vit chez ses grands-parents, donc les parents d'Archibald, et c'est eux qui s'occupent de lui au quotidien. Sauf que là, on est en période de Noël, on attend que le couple revienne pour les fêtes, mais ils sont en retard. Ils sont en retard et c'est pas leur genre d'être en retard. Du coup, on va avoir Archibald qui va un peu prendre les devants et essayer d'aller partir à la recherche de son frère et de sa sœur, ou de son frère et de la femme de son frère, ou de sa sœur et du mari de sa sœur. Bref, il va partir un peu à la recherche des membres manquants de la famille, et Bartholomé va se joindre à notre renard préféré pour pouvoir aller justement chercher ses parents. Il a un médicament, donc on se fait beaucoup de soucis pour lui aussi, hein, parce que c'est pas neutre comme voyage, comme entreprise, et ils vont aller prendre le train pour pouvoir essayer justement d'aller dans les villes que les parents étaient censés aller visiter et remonter un petit peu le tracé des chemins, enfin voilà, du parcours que les parents de Bartholomé sont censés avoir pris pour pouvoir les retrouver tout simplement. On va également avoir un deuxième niveau de lecture, un deuxième niveau de narration qui m'a beaucoup plu et qui m'a tout de suite prise aux tripes. Vraiment, mais comme à chaque fois au final, hein, puisque sur le premier tome on va avoir le deuxième niveau de narration, puisque on va retracer pareil la vie de Ferdinand Taupe. Donc on va avoir le présent, cette quête, cette recherche, et un petit peu le passé, qu'est-ce qui s'est, enfin voilà, quelles ont été les différentes étapes de la vie de Ferdinand Taupe. Dans celui-ci, le tome 2, on va faire pareil, ça me gratte le nez, c'est horrible, ça fait depuis tout à l'heure que je me retiens, désolée. Donc dans ce deuxième tome, on va faire un petit peu pareil avec la vie de Cornelius Renard, du coup le grand-père d'Archibald. Et dans celui-ci, on quitte un petit peu la famille et on va être du coup sur des nouveaux personnages. Et voilà, des personnages somme toute très attachants. Oui, et ça fait mal. Je sais pas quoi vous dire de plus. Dites-moi, n'hésitez pas, si vous avez lu cette saga, dites-moi ce qui vous a fait celui-là. Est-ce que ça a été pire que les autres, ou est-ce que c'est moi qui suis une chochotte et qui est pas appréciée, enfin au contraire qui est trop appréciée, qui me suis vraiment trop laissée avoir par l'histoire et qui a pas vu le truc avant, et voilà. Bref. Enfin, dans ce dernier tome, moi je dois avouer que c'est celui qui m'a le moins plu, le moins convaincu, je ne sais pas comment le dire, de l'histoire. Alors j'ai passé quand même un très bon moment de lecture, mais par contre j'ai pas su retrouver cette note, cette touche de... je sais pas, de magie, de bien-être qui m'a fait du bien dans les tomes précédents, ou d'intérêt tout simplement. Il m'a manqué quelque chose par rapport à celui-ci, même si au final... ça reste une très bonne lecture, j'ai été très contente de la faire et ça conclut magnifiquement bien cette saga. Dans ce dernier tome, du coup, nous allons suivre cette fois non pas Archibald ni Bartholomé, mais
une autre génération. On va le dire comme ça, on va suivre de nouveaux personnages. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, dans cette histoire, et à vraiment apprécier ce tome autant que les autres, parce que voilà, j'avais plus cette ligne directrice. J'ai l'impression qu'on n'a pas non plus trop cette double lecture qu'on pouvait avoir dans les trois autres tomes, pardon. Ce jeu un petit peu de passé, présent, etc., de conséquences de nos actions passées sur le présent. Je m'y suis moins retrouvée. Alors pareil, on va faire une espèce de quête, puisque là c'est la librairie qui est menacée, puisque ses fondations sont attaquées par un espèce de champignon. Pourquoi par un champignon. Et du coup, notre jeune protagoniste du tome va partir en quête de l'arbre des souhaits pour pouvoir justement souhaiter que la librairie s'en sorte et qu'on n'ait pas besoin de la démolir. Voilà, donc ça part d'un noble sentiment. On retrouve quand même en touche, un petit peu en fil rouge, nos différents protagonistes des tomes précédents, mais voilà, il m'a manqué quelque chose. Je suis passée un petit peu plus à côté de celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Franchement, toujours au niveau des illustrations, on est sur un très très haut niveau. J'aime beaucoup les illustrations qui ont été faites par Sanoé. Franchement, ça nous met dans l'ambiance, mais direct. Et puis, on a des illustrations vraiment limite à tout bout de champ, quoi. Donc c'est pas mal. Encore une fois, c'est une lecture qui se fait assez vite. Je pense que ce tome-là est plus accessible au niveau cible de lecture, puisque voilà, il y a moins ce côté émotion. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y a moins ce côté émotion. Mais vu que c'est le dernier tome de la saga, je pourrais pas du tout vous conseiller de partir sur celui-ci en premier. Quoique, au final, vu qu'on suit pas trop les autres protagonistes, est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il y a beaucoup de spoil? Il n'y a pas tellement de spoil dans celui-ci par rapport au tome précédent. Il n'y a pas tellement de références au tome précédent. Donc franchement, celui-là ça se tente. Ça peut se tenter, si jamais, j'en prends pas la responsabilité. Je vous conseille quand même de lire les trois autres d'abord. Mais celui-ci, c'est peut-être celui qui se tente le plus au niveau lecture indépendante, quoi. Je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous ai fait un petit peu mon retour sur chacun des tomes, vous faire un petit peu voilà le résumé de ce qui s'y passe, mais vraiment très vite fait. J'espère que je vous ai donné envie de lire cette saga si jamais ce n'est pas encore chose faite. D'ailleurs si c'est pas chose faite, mais pourquoi vous avez traîné si longtemps? Franchement tout le monde vous en a parlé et je pense que... Faut que j'arrête de dire je pense que ça fait très égocentrique et égocentré. Mais je pense que vous êtes une mauvaise personne de ne pas avoir fait déjà cette lecture. Attention, oui je juge, oui je juge. Je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saga. Quel est votre tome précédent? Je suis fatiguée. Quel est votre tome préféré et pourquoi? Surtout pourquoi? Et si vous n'avez pas le même avis que moi sur le tome 4, n'hésitez pas à me convaincre que c'est le meilleur des tomes. Oui, je vous mets la barre très très haute. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!